On pense souvent que la monnaie, c'est juste du papier ou des chiffres sur un écran. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est peut-être la technologie la plus importante, celle qui a le plus façonné notre civilisation. C'est l'outil avec lequel on construit notre avenir. Alors, plongeons ensemble au cœur de ce sujet fascinant. Pour commencer, on peut se poser une question toute simple. Au fond, pourquoi a-t-on besoin de monnaie? Si j'ai des pommes et que je veux des oranges, pourquoi je ne pourrais pas juste faire un échange direct? Eh bien, comme on va le voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Le vrai souci avec le troc, c'est ce que les économistes appellent la coïncidence des besoins. C'est un nom un peu compliqué pour une idée simple. Il faut non seulement que je trouve quelqu'un qui a ce que je veux, des oranges, mais il faut aussi que cette personne veuille ce que j'ai, des pommes. S'il veut des bananes, l'échange est bloqué. La solution à ce casse-tête? Trouver un bien que tout le monde accepte, pas pour le consommer, mais juste pour pouvoir l'échanger plus tard. C'est ça, un moyen d'échange. Et voilà, on arrive à la définition même de la monnaie. Ce n'est pas un bien de consommation, c'est un outil, une technologie qui permet à des milliards de personnes de se spécialiser, de produire une seule chose très spécifique et de pouvoir l'échanger contre absolument tout le reste. Sans cet outil, pas d'économie mondiale, c'est aussi simple que ça. Ok, donc on a un outil, mais est-ce que tous les outils se valent? Absolument pas. L'histoire de l'humanité, c'est aussi une très longue quête pour trouver non seulement un moyen d'échange, mais aussi une bonne réserve de valeur, une monnaie qui dure, qui traverse le temps. Et là, on touche à un concept essentiel, la dureté. Qu'est-ce que ça veut dire, une monnaie dure ou forte? Eh bien, c'est simple. C'est une monnaie qu'il est très difficile de produire en plus grande quantité. C'est cette rareté, cette prévisibilité qui lui donne sa capacité à conserver sa valeur dans le temps. C'est ce qui nous donne confiance pour mettre de côté pour l'avenir. Au fil des siècles, on a assisté à une sorte de compétition, une sélection naturelle monétaire. Le cuivre, par exemple, est bien trop facile à produire, sa valeur s'effondre. L'argent, c'était un bon candidat, mais son usage industriel a tout compliqué. Et puis, il y a l'or, le grand gagnant de cette course historique. Pourquoi? Parce que son offre n'augmente que de 1,5 à 2% par an. C'est incroyablement stable et prévisible. Cette prévisibilité vient de ce qu'on appelle le ratio stock-surflux. Imaginez tout l'or qui a été extrait depuis des millénaires. C'est un stock immense. Et chaque année, on ne rajoute qu'une toute petite quantité, le flux. En plus, l'or est quasi indestructible. L'or que portait Néfertiti est probablement encore quelque part aujourd'hui. C'est cette propriété qui en a fait la monnaie forte par excellence. Ce système a fonctionné pendant des siècles. Le monde tournait autour de l'or. Mais au XXe siècle, tout a basculé. C'est là qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'on va voir comment on est passé d'un monde de monnaie forte à celui qu'on connaît aujourd'hui. Avant ce grand changement, on vivait sous l'étalon or. C'est important de bien comprendre ça. Le dollar ou la livre sterling, ce n'était pas la monnaie en soi. C'était juste un reçu, une sorte de ticket de vestiaire pour aller récupérer une quantité fixe d'or à la banque centrale. Le papier n'était qu'un substitut pratique pour l'or. Et puis, la rupture. Le point de départ, en fait, c'est la Première Guerre mondiale. En 1914, les gouvernements avaient désespérément besoin d'argent. Le public n'était pas très chaud pour tout financer, alors la Banque d'Angleterre a commencé à créer de l'argent à partir de rien pour acheter des obligations. C'était le début de la fin. Après les décennies de restrictions, le lien a été définitivement coupé en 1971. C'est la naissance du système de monnaie fiat, un mot latin qui veut dire « qu'il en soit ainsi », une monnaie qui n'existe que par décret de l'État. Cette citation de Seyfediane Amous est brillante car elle résume parfaitement cette relation très forte entre la guerre et la monnaie fiat. Une monnaie forte comme l'or, ça impose une discipline. Un gouvernement ne peut pas dépenser l'or qu'il n'a pas. Mais la monnaie fiat, là on peut en créer à volonté. Ça permet de financer des conflits qui durent bien au-delà de ce que les citoyens accepteraient de payer en impôts. Bon, alors, on a changé de système. Et après? Quelles sont les vraies conséquences de vivre dans ce monde de monnaie fiat? Comment est-ce que ça change notre quotidien, nos décisions et même notre façon de voir le monde? Regardez bien ce chiffre, 14%. C'est l'augmentation moyenne chaque année de l'offre de monnaie fiat dans le monde depuis 60 ans. 14%. On se souvient des 1,5% de l'or, la comparaison est juste vertigineuse. C'est une dévaluation constante et massive de l'épargne. Ça, c'est un impact psychologique énorme sur ce que les économistes nomment notre préférence temporelle. C'est notre rapport au temps. Est-ce qu'on privilégie le présent ou le futur? Une monnaie forte, qui conserve sa valeur, nous encourage à penser sur le long terme, à épargner. À l'inverse, une monnaie qui perd de sa valeur nous pousse à la consommation immédiate. Cette comparaison est très claire. Sous l'étalon or, préparer son avenir, c'était simple. On mettait une pièce d'or de côté et on savait qu'elle garderait sa valeur, voire qu'elle en prendrait. Aujourd'hui, épargner est devenu un travail à plein temps. Garder du cash, c'est la garantie de perdre son pouvoir d'achat.
On est tous forcés de devenir des investisseurs, des spéculateurs, juste pour essayer de conserver la valeur de notre travail. Et les conséquences de ça, on les voit partout autour de nous. L'épargne qui diminue, la dette qui explose, la culture du jetable qui remplace le durable. Les entreprises comme les individus sont poussés à chercher la gratification immédiate, plutôt que de construire sur le long terme. Et c'est ça le point le plus crucial, peut-être le plus contre-intuitif. Le système fiat a complètement inversé la logique financière. Pendant des millénaires, la sagesse c'était d'épargner et de fuir la dette. Aujourd'hui, la stratégie gagnante, c'est d'emprunter. Pourquoi ? Parce qu'on rembourse ses dettes avec une monnaie qui vaut de moins en moins, pendant que les épargnants, eux, sont punis. Tout ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large. La monnaie qu'on utilise, ce n'est pas un sujet neutre, technique, réservé aux économistes. C'est l'outil avec lequel on est en train de bâtir pierre par pierre le monde de demain. La question finale n'est donc pas seulement économique, elle est civilisationnelle. Si notre outil pour construire le futur est intrinsèquement conçu pour perdre de sa valeur avec le temps, et donc pour dévaluer ce même futur, quel genre de monde est-on vraiment en train de bâtir ? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Merci d'avoir suivi cette analyse.